Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette conférence en ligne qui s'intitule Les porteurs de projets, qui sont-ils et que cherchent-ils? Donc je suis Annette Hureau, je suis conseillère transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne et ici donc je vais être l'animatrice de cette web conférence. Cette conférence vous est proposée dans le cadre de la semaine de l'installation transmission en Bretagne, qui a donc démarré lundi et qui se termine vendredi soir. Cet événement est organisé par le réseau Transmission qui réunit 23 partenaires et qui est coordonné donc par la Chambre d'agriculture. Durant cette 7e édition de la semaine de la transmission, que nous réalisons donc du fait de la pandémie à distance, nous vous proposons 15 mini-conférences qui sont destinées aux cédants en réflexion sur leur transmission et aux porteurs de projets. Vous pouvez retrouver tout le programme de cette semaine sur le site www.transmissionenagriculture.com. Donc pour le sujet qui nous réunit à présent, nous avons avec nous des intervenants et des témoins. Donc nous avons Cécile Renaudot. Si Cécile, tu veux bien te présenter. Cécile, on ne t'entend pas. Oui, excusez-moi. Bonjour, donc je suis Cécile Renaudot, je suis conseillère au service installation de la Chambre d'agriculture de Bretagne et je suis basée à Rennes. Nous avons aussi comme intervenant Jean-Michel Drouin. Oui, bonjour, donc Jean-Michel Drouin, je suis conseiller de transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne et plus spécialement le sud du département d'Ille-et-Vilaine. Et pour cette conférence, nous avons deux témoins. Donc Thomas. Bonjour. Donc moi je suis Thomas Payen, je suis porteur de projet hors cadre familial en Ille-et-Vilaine. J'ai 31 ans et il s'agit d'une reconversion professionnelle. Merci. Et Cyril. Donc, bonjour, donc Cyril Herbert, moi je suis agriculteur en Nord-Ille-et-Vilaine à côté de Fougères et donc représentant du dossier installation pour les jeunes agriculteurs du département. Merci. Et nous avons Valérie Lavorel, donc qui est avec Cécile. Oui, bonjour. Donc je suis conseillère transmission sur l'est des Côtes d'Armor. Et donc je vais être en charge de la remontée des questions de cette conférence. Voilà. Donc vous voyez donc en bas de chaque diapo, effectivement, vous verrez s'afficher un numéro de téléphone, le 06 31. Non, c'est pas celui-là. Je vais changer. Le téléphone qui est à réaliser, ça sera le 06 73 21 72 97. On va vous le rappeler tout au fil de la conférence. Et juste un aspect technique pour ceux qui éventuellement, pour qui ce serait la première fois que vous vous connectez sur ces webconf. Le son peut-être est désactivé, donc il faut appuyer sur le bouton noir qui est en bas de votre écran pour activer le son si vous avez besoin. On va pouvoir donc démarrer le contenu de cette web conférence. Beaucoup de cédants donc, sont en réflexion sur la transmission et notamment s'interrogent sur la reprenabilité de leur ferme. Est-ce qu'elle peut intéresser des candidats, ma ferme? Quels sont les projets finalement d'installation aujourd'hui dans notre région? Quelles sont les attentes des porteurs de projets? Qu'est-ce qu'ils recherchent comme exploitation? Cette webconf donc a été construite pour vous éclairer sur ces questions. Alors nous vous indiquons ici donc le déroulé. Donc dans un premier temps, on va pouvoir faire un point avec Cécile sur les tendances de l'installation, avoir une géographie un peu des projets qui sont réalisés en Bretagne. Et avec Jean-Michel, on fera plutôt un zoom sur le profil des candidats qui sont en recherche de foncier ou d'exploitation. Dans un deuxième temps, on laissera la parole à nos deux témoins qui nous expliqueront le parcours
dans lequel ils sont ou le parcours qu'ils ont effectué pour trouver une exploitation. On fera un petit zoom sur une plateforme candidat qui vient d'être mise en ligne et on aura les 10 dernières minutes qui seront consacrées à un temps d'échange et de questions. Alors Cécile, je vais te laisser maintenant la parole pour que tu nous parles de l'installation en Bretagne. Merci Annette. Donc nous allons tenter de mieux connaître le profil des personnes qui souhaitent s'installer aujourd'hui en agriculture. Ce qu'il est important de savoir, c'est que tout porteur de projet souhaitant s'installer en agriculture peut passer par le point accueil installation, on dit le PAI, qui est en fait la première porte d'entrée pour tout porteur de projet en agriculture. Grâce à cet outil, donc le PAI, il nous est possible d'établir un profil des candidats, des personnes qui souhaitent s'installer. Donc là, sur la diapo, vous avez des chiffres qui correspondent aux données de la Bretagne 2019. Donc en 2019, on a eu presque 1900 contacts en fait par rapport au PAI. Et sur ces contacts, on s'aperçoit qu'on a 38% de femmes, 62% d'hommes, qu'ils ont à 78% entre 20 et 40 ans, que la moyenne d'âge atteint presque 33 ans et que 18% ont plus de 40 ans. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment on peut caractériser nos porteurs de projets. Les personnes en fait qui frappent à la porte du point accueil installation et qui souhaitent s'installer en agriculture. Alors ensuite, si on regarde de plus près les projets des candidats, que portent en fait les candidats, eh bien on s'aperçoit, donc là vous avez un camembert avec beaucoup de couleurs, c'est la diapo d'avant, Annette. Et en fait on s'aperçoit que les productions présentées par les porteurs de projets touchent en grande partie des systèmes en bovin lait pour 24%. Ensuite on trouve à 17% des productions qu'on appelle autres, c'est-à-dire qu'on va trouver par exemple des systèmes en plantes médicinales aromatiques, en élevage canin, en apiculture, en permaculture, c'est-à-dire que ça ne rentre pas encore dans nos cases un peu classiques. On trouve 11% de projets autour du maraîchage, 10% en légumes et horticulture, et puis on va trouver aussi des projets en volaille. Voilà, on ne vous a pas tout inscrit, mais les grandes couleurs, c'est ce qui ressort en fait des projets aujourd'hui. Qu'est-ce que les porteurs de projets expriment comme souhait? On s'aperçoit que pour 31% d'entre eux, ils se tournent vers des projets en agriculture biologique. 39% souhaitent vendre en circuit court, 15% souhaitent avoir un atelier de transformation et 12% souhaitent intégrer des activités de service dans leurs projets. Donc on s'aperçoit qu'on a des projets très diversifiés au niveau donc de la démarche à l'installation de nos porteurs de projets. Quand ils arrivent au point accueil installation, donc 64% des porteurs de projets sont orientés vers le parcours à l'installation, qu'on appelle entre nous donc le 3P. On a 21% des personnes qui sont en recherche de foncier, une vingtaine de pourcents de personnes qui souhaitent se former, qui ont besoin d'acquérir la capacité professionnelle, c'est-à-dire un niveau bac en agriculture. Et on a aussi 11% de personnes qui sont vraiment en émergence, au tout début de leur projet. Donc voilà, dans les grandes lignes, les personnes qui arrivent donc au point accueil installation, qui est la porte d'entrée en fait des porteurs de projets en agriculture, tout projet confondu. Si donc maintenant qu'on a un peu décodé le profil de ces candidats à l'installation, on va regarder maintenant les chiffres de l'installation en Bretagne. Donc je vais démarrer par le petit encart en haut à droite où on voit en fait qu'en 2017, la MSA a enregistré plus de 1100 nouvelles immatriculations. Donc là, je vais vous donner des chiffres, mais bon, on va retenir quelque chose d'essentiel que je vais vous dire tout à l'heure. Sur ces 1170 immatriculations, on en a 692 qui représentent des personnes qui ont moins de 40 ans. Et sur ces 692 personnes, on a 480 personnes qui vont être installées, qui vont être aidées en fait, qui vont demander la dotation jeune agriculteur. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'on a un taux d'installation aidée qui est de 70%. Alors, l'installation aidée, en fait, ça correspond à un agriculteur qui est éligible à la DJA
c'est-à-dire qui a moins de 40 ans, qui a un diplôme agricole de niveau égal ou supérieur au bac, et qui a donc un plan de professionnalisation validé. Donc si on regarde maintenant la carte de France sur la gauche, là on est vraiment sur le nombre d'installations aidées, et on s'aperçoit que la Bretagne est la seconde région de France qui compte donc le plus d'installations aidées. On est à 485 en 2019. Plus précisément en Bretagne, c'est le département des Côtes-d'Armor, département 22, qui tient la tête depuis 2018. Et après, donc, on a quelques chiffres depuis 2016, donc on s'aperçoit que l'installation est assez constante en fait en Bretagne. Si on regarde ensuite le profil des personnes installées, donc tout à l'heure on a vu le profil des personnes qui souhaitent s'installer, là maintenant on est sur ceux qui sont installés. Donc en Bretagne toujours en 2019, on s'aperçoit que les personnes installées sont un peu plus jeunes que les porteurs de projets, donc ils ont environ 30 ans. On a moins de femmes, 25%, contre 38% si vous vous souvenez tout à l'heure. On a presque 40% de personnes installées qui sont installées hors cadre familial. Ça veut dire qu'elles ne sont pas installées sur les fermes de leurs parents ou grands-parents ou oncles et tantes, par exemple. On a 35% de personnes qui sont non issues du milieu agricole. Donc pareil, des personnes qui n'ont pas de parents qui travaillent en agriculture. Et les 3 points suivants, en fait, rejoignent les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une trentaine de pourcents d'installations en bio, 32% en vente directe, 13% en transfo. Donc là, on voit que les installations rejoignent les souhaits exprimés par les porteurs de projets. Si on regarde un petit peu la répartition des productions en Bretagne, on a peu d'évolution par rapport à 2018. La Bretagne reste spécialisée en bovin-lait avec 40% d'installations. On observe une augmentation des systèmes mixtes. Alors un système mixte, c'est quoi? C'est en fait une ferme sur laquelle plusieurs ateliers vont coexister. On voit aussi une augmentation des systèmes en maraîchage au niveau de l'installation. Après, donc là, on ne vous a pas mis de graphique particulier, mais en tout cas, on a des spécificités qui apparaissent au niveau des départements, comme par exemple beaucoup de systèmes laits en Ille-et-Vilaine. On va retrouver plus de systèmes légumiers et mixtes dans le Finistère, et c'est dans les Côtes-d'Armor qu'on va retrouver le plus d'installations en lien avec la volaille. Donc, par rapport à tous ces chiffres, si on veut voir un petit peu au-delà, ce que l'on peut dire des candidats à l'installation, c'est qu'on peut avoir des personnes, filles ou fils d'agriculteurs, qui souhaitent reprendre la ferme familiale ou celle d'un tiers, souvent en lait. Ça, c'est le cas classique qu'on va retrouver en Ille-et-Vilaine. Mais on a aussi une proportion importante de personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent travailler avec la nature, qui souhaitent être leur propre patron. Et ces personnes se projettent sur des fermes sans investissement trop lourd, par exemple en maraîchage ou en production végétale. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a presque 40% des personnes qui s'installent qui ne sont pas issues du milieu agricole. Et donc ces personnes, elles portent un regard nouveau, de par leur histoire, de par leur expérience professionnelle, donc un regard nouveau sur l'agriculture. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux porteurs de projets et aux installations en Bretagne. Merci Cécile pour tous ces éléments chiffrés et ton analyse. Maintenant, on va pouvoir passer donc sur une autre partie, donc plutôt voir quels sont les profils des candidats qui sont au niveau du répertoire départ installation. Donc Jean-Michel, je te laisse la parole pour nous présenter ces personnes. D'accord. Donc nous nous intéressons là aux porteurs de projets en recherche d'une exploitation. Dans ce panel de candidats, les 2 tiers sont non issus du milieu agricole. On appelle les NIMA, non issus du milieu agricole. Mais beaucoup sont d'origine rurale et tous ont un lien fort avec l'agriculture. Tous les ans en Bretagne, nous enregistrons un peu plus de 350 nouvelles candidatures. Voilà ce qui nous permet de présenter, c'est ça que je voulais dire, ce qui nous permet de présenter des données fiables sur le profil de ces candidats à l'installation.
Le RDI, c'est quoi? Annette, tu es un petit peu trop vite? Le RDI, c'est quoi? Ouais. Donc, le répertoire départ installation existe depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est une mission de service public. C'est un réseau national et en Bretagne, c'est la Chambre d'agriculture qui est en charge de cette mission. Donc là, le RDI participe donc à une centaine d'installations par an en Bretagne. Et le diagramme, Annette, si tu veux bien. Voilà. Le diagramme que vous voyez là représente le nombre de consultations des offres en Bretagne. En 2019, nous étions à 440 000 consultations. C'est quand même vraiment beaucoup. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est l'augmentation du nombre de consultations prouve que c'est un métier qui attire. Les candidats à l'installation sont nombreux. L'inscription au RDI, c'est une démarche volontaire. Nous apportons, nous les conseillers, conseils et outils pour favoriser les mises en relation. Mais c'est le cédant qui présente sa ferme aux candidats potentiels. Nous pouvons accompagner ces mises en relation, mais nous pensons qu'il n'y a pas mieux que l'agriculteur pour présenter sa ferme. D'ailleurs, nous organisons régulièrement des journées de formation sur les postures adoptées lorsqu'on reçoit un candidat. Alors, diapo suivante. Donc, je vais faire un peu comme Cécile. Donc, Cécile vous a présenté les chiffres de l'installation. Là, nous constatons que, outre la pluralité des productions, des projets, pas loin de 40% se font hors cadre familial. Donc, ce sont les non issus du milieu agricole, plus ces enfants d'agriculteurs qui s'orientent sur un autre projet agricole autre que la reprise de l'exploitation familiale. Donc voici sur cette diapo une représentation des candidats inscrits au RDI qui ressemble assez bien à ce que Cécile nous a montré, mais avec quelques nuances quand même. Premier, les projets sont encore plus multiples. Et donc en prenant le graphique par le haut et dans le sens des aiguilles d'une montre, des projets en grande culture et légumes de plein champ représentent à peu près 6% de nos candidats. Parmi ces porteurs de projets, là, beaucoup en céréales, là, beaucoup envisagent des installations en céréales bio. 23% ont un projet en maraîchage, fleurs ou verger. Là encore, avec une forte dynamique en bio, ça se comprend. Alors, et en lait. Donc, 25% des candidats ont un projet lait. Cécile nous a parlé de 40% des installations actuelles en Bretagne, dont un pourcentage important sur des structures à taille humaine, voilà, pouvant être conduites avec un UTH, plus un salariat partiel, et avec un parcellaire bien groupé. C'est la recherche d'autonomie qui est mise en avant, et non plus l'optimisation du volume à produire. Plus de la moitié de ces candidats envisagent une conversion bio. Alors si on passe ensuite le bleu, là, Annette, je veux que tu recules. Un peu plus de 10% sont en projet bovin-viande, dont quelques candidats en production de veau de boucherie. La difficulté pour ces candidats, c'est la somme des capitaux à mobiliser. Nous avons aussi des candidats en production ovine et caprine, surtout en Ille-et-Vilaine, avec la présence de 3 laiteries qui collectent le lait de chèvre. Les 5% des autres herbivores que vous voyez là sur le graphique représentent essentiellement des projets en équin. 6% ont des projets en porc avec la caractéristique de petits ateliers avec transfo. Ce sont souvent les groupements qui centralisent le plus souvent les porteurs de projets en reprise de structures importantes, les 200 truies, etc. Car ce sont souvent les salariés d'une entreprise qui finissent par s'installer. Les 10% de candidats en volaille s'orientent beaucoup vers la volaille label, tout ce qui est label. Et enfin, la dernière partie du graphique, là, c'est 8% qui sont en projet, on va dire, atypique, ou ça peut être apicole, canin, enfin, etc., ou multi-projets aussi, sans qu'il y ait de production dominante. Alors, autrement, vas-y, Annette. Voilà, on a voulu vous montrer ce graphique-là qui représente un peu ce que les candidats recherchent en termes de surface foncière, quoi. On voit quand même qu'il y a beaucoup de projets avec des petites surfaces, moins de 10 hectares, 10 à 30 hectares aussi, il y a quand même 30%, et enfin 30 à 75 hectares.
Et lorsqu'on dépasse les 75 hectares, nous n'avons plus qu'une dizaine de pourcents de candidats. Ce sont des projets, donc petits projets, et projets diversifiés aussi. Alors, quel équilibre entre offre et demande? Donc, on constate une inadéquation entre les offres et les recherches. Nous réalisons de plus en plus aussi d'offres de recherche d'associés, notamment dans les structures sociétaires parents-enfants. Malheureusement, nous avons peu de candidats qui recherchent à entrer dans une structure sociétaire déjà en place. En dehors des candidats des autres régions, on s'aperçoit aussi que les candidats ne sont pas très mobiles. Mais c'est normal puisqu'ils ont plus de 30 ans et sont souvent chargés de famille avec un conjoint ou une conjointe qui travaille à l'extérieur. Sur le tableau de gauche, là, vous pouvez constater que les tendances se confirment en 2020. 55% des projets sont en bio au RDI et il y a toujours plus de 70% en projet individuel. Voilà, la dernière, donc enfin cette dernière diapositive, si tu veux bien avancer, Annette, c'est pour faire un petit résumé des attentes des porteurs de projets. Donc ce qu'ils recherchent, c'est un parcellaire groupé, une bonne accessibilité au foncier, donc pour tous les projets d'élevage, mais pas seulement. Moins on passe de temps sur la route et il semblerait que ce soit vraiment ça, un des critères fondamentaux. Le foncier dimensionné par rapport au projet, hein, donc vous avez bien vu, il y a des petites structures, enfin des projets sur des petites structures à forte valeur ajoutée. Lorsque vous avez une grosse exploitation et peut-être 2 sites, peut-être imaginez faire 2 offres. Ça c'est à étudier. Des montants de reprise maîtrisés aussi, parce qu'on s'aperçoit que les candidats aujourd'hui à l'installation n'envisagent pas forcément de faire toute une carrière. C'est la génération de nos enfants. Et enfin, proche des centres urbains, pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, le conjoint ou la conjointe travaille à l'extérieur et donc on se rapproche des bassins d'emploi. Voilà, Annette. Merci Jean-Michel donc de cette analyse hein, où on voit qu'effectivement il y a un décalage aujourd'hui entre voilà, les offres des exploitations qui sont à reprendre et le profil des candidats. Donc effectivement, ça va être un défi à relever, comment pouvoir faire se rencontrer hein, ces exploitations et ces projets. Il y a déjà des pistes hein, qui sont explorées pour trouver des adaptations. Alors, avant d'entendre donc nos témoins, Thomas et Cyril, on peut prendre quelques minutes pour des questions. Est-ce que Valérie, tu peux nous faire un point sur des questions qui seraient arrivées? Est-ce qu'on pourrait en prendre une ou deux si tu veux bien? J'ai une question. Est-ce qu'il y a une évolution sur les installations à plusieurs? Comment faire pour rencontrer des porteurs de projets ou des agriculteurs déjà installés qui souhaiteraient s'associer? Alors Jean-Michel, peut-être? C'est une question difficile à répondre là, parce que des collectifs, effectivement, on en voit, mais souvent le collectif est déjà constitué. Et c'est eux, alors voilà, et c'est eux qui recherchent l'exploitation qui pourrait leur convenir, quoi. Et donc on les accompagne bien sûr, mais c'est assez difficile. Je n'ai pas trop bien compris d'ailleurs la question, Valérie. Est-ce qu'il y a alors il y a plusieurs questions en une. Est-ce qu'il y a une évolution sur les installations à plusieurs? Oui. Ça c'est la première partie de la question. Et la deuxième, comment faire pour rencontrer des porteurs de projets ou des agriculteurs déjà installés qui souhaiteraient s'associer? Alors pour les agriculteurs qui sont déjà installés et qui cherchent un associé, le RDI propose donc des offres d'association, comme je vous ai dit au départ. Voilà, et donc on réalise régulièrement des offres de recherche d'associés. Et alors, ce sont des propositions qui sont très alléchantes, très intéressantes. Néanmoins, on n'a pas très peu de candidats pour une recherche d'associés. C'est plutôt en fait avec leur propre réseau qu'ils vont trouver le futur associé. Une autre question, puis on va pouvoir reprendre ensuite. J'ai une autre question. Les repreneurs recherchent-ils avant tout une production ou une rentabilité?
Non, Est-ce ils qu'en cherchent. fait, la question c'est, est-ce qu'ils choisissent d'abord une rentabilité et puis une production derrière, ou est-ce que la production reste le critère principal en fait? Ouais, ouais, non, c'est bien la production qui reste le critère principal. Euh, et on fait telle ou telle production par goût. Donc, c'est bien la production qui est mise en avant. Après, la recherche de plus-value, effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être se mettre en label, peut-être en bio, peut-être faire de la vente directe. Mais de toute façon, c'est la production c'est le choix de la production, avant tout. Très bien. Merci. On pourra reprendre des questions pour la dernière partie. On va pouvoir donc passer à la deuxième phase de cette conférence avec donc la rencontre de deux témoins. Je vais laisser la parole donc à Thomas Payen qui va pouvoir nous dire voilà quel type de projet il est en train de préparer, quelle démarche il est en train de faire. Et aujourd'hui, la recherche d'exploitation, comment elle se passe. Voilà, Thomas, si vous voulez bien prendre la suite. Oui, d'accord. Bonjour ou rebonjour. Du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis porteur de projet en Ille-et-Vilaine. C'est un projet hors cadre familial. C'est un projet que je porte avec ma compagne. En fait, on le porte tous les deux et ça va se faire en 2 temps puisque c'est moi qui vais commencer par m'installer et elle qui rejoindra ensuite le projet. Ni elle ni moi ne sommes issus du milieu agricole et pour tous les deux, il s'agit de reconversion professionnelle. Moi, j'ai une formation initiale d'ingénieur dans le domaine de l'énergie. J'ai travaillé une dizaine d'années dans différents secteurs de la transition écologique, comme on l'appelle aujourd'hui. Du coup, j'ai repris une formation il y a quelques mois maintenant dans le cadre de ce nouveau projet. Ce qu'on cherche actuellement, c'est en termes de foncier entre 20 et 40 hectares, pour conduire des grandes cultures en bio, dans l'idée de développer un atelier de transformation en farine et en pain. Ensuite, nous, on cherche à l'achat ou à la location des terres ou une maison d'habitation, des bâtiments. Enfin, on n'est pas du tout fermé sur les différentes possibilités, ces différentes possibilités-là. Voilà, que dire de plus? On cherche en termes de mobilité, on cherche autour de Rennes sur un rayon d'une 40aine de kilomètres, puisque ma compagne travaille actuellement là-bas, et du coup, pour limiter les temps de déplacement pour elle, au départ, voilà, on s'est fixé ce rayon-là. Pour chercher du foncier, si je reprends le déroulé d'Annette, on essaye d'utiliser tous les canaux qui sont aujourd'hui à disposition, le RDI, comme l'a présenté Jean-Michel, mais aussi les petites annonces des différents partenaires de la Chambre d'agriculture qui diffusent aussi des annonces, Le Bon Coin, voilà, les petites annonces de la Confédération paysanne, de Terre de Liens, d'AgroBio 35, enfin voilà, tous ces acteurs-là. On publie aussi du coup des petites annonces dans les journaux via la Chambre d'agriculture et puis les vidéos qu'on a pu faire sur la plateforme Candidat. Donc voilà, on essaye de viser le plus largement possible. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, Annette? Comment vous avez préparé votre projet avant la recherche? Voilà, tu es en formation. Est-ce que tu peux reprendre un peu ton parcours pour préparer ce projet? Ouais, du coup, le premier jalon qu'on a posé, effectivement, c'était de se relancer dans une formation. Donc, pour l'instant, je suis donc je fais un BTS agricole avec l'école d'agriculture de Angers. Donc le but, bien entendu, c'est de se former et puis d'acquérir la capacité agricole. Donc ensuite, au niveau des démarches, je suis intégré dans le parcours à l'installation avec la Chambre d'agriculture, le parcours P. Les grosses actuellement.
Et ensuite, notre stratégie, c'est de voir avec tous les interlocuteurs qui aident au cours de l'installation, donc dont la chambre bien sûr, mais dans le cadre d'un possible portage foncier, des acteurs comme Terre de Liens ou le département sont aussi des interlocuteurs privilégiés. On cherche à rencontrer un peu tous les interlocuteurs. D'accord. Et est-ce que donc là, vous avez déjà rencontré des cédants, vu des exploitations? Quel recul vous avez, s'il y a eu déjà des visites? Ouais, on a alors 6 ou 7 visites déjà depuis qu'on a commencé à chercher. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir essayer d'acquérir de l'expérience dans la visite, c'est-à-dire petit à petit, plus on visite, plus on se rend compte des types d'échanges qu'on a avec les cédants, et puis ça nous permet aussi d'affiner notre stratégie de recherche. Le premier recul qu'on a, c'est ce qui a été un peu dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des divergences entre la manière dont se sont structurées les fermes et la manière dont, et ce que nous on recherche actuellement. Donc, ce qui est délicat et ce qui prend du temps, c'est d'arriver à faire converger les besoins à la fois des cédants et des repreneurs. Donc, il faut essayer de dialoguer le plus, je pense, ouvertement possible. Voilà. Je pense que c'est ça qui serait important. D'accord. Et en termes d'expérience pratique, donc vous avez pu faire voir des exploitations qui sont dans le même profil que de l'exploitation que vous souhaitez mettre en œuvre? Ça, c'est que des fermes qui sont structurées de cette manière-là aujourd'hui, il en existe en Ille-et-Vilaine, mais en général, ce sont des personnes qui sont installées depuis pas très longtemps, en tout cas qui ne sont pas prêtes de partir à la retraite. Et, du coup, ça va être soit on va partir pas de zéro, mais en tout cas avoir à développer tout un atelier. Ça va être soit on va reprendre quelque chose, mais c'est très peu probable. Donc voilà, on est dans cette perspective-là, quoi. Pour ce qui nous concerne, nous. D'accord. Merci. On va pouvoir revenir vers toi après, pendant le temps d'échange et de questions, avec sans doute des questions. On va donc entendre donc un deuxième témoin, donc Cyril Herbert, qui lui donc a eu ce parcours de recherche d'exploitation et a trouvé. Donc Cyril, est-ce que tu veux bien présenter aussi ton parcours? Réunion va prendre fin dans 10 minutes. Et de réalisation du projet. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Cyril, donc ça fait 6 ans maintenant donc je suis installé. Donc je suis non issu du milieu agricole. Donc mes parents n'étaient pas en exploitation, mes grands-parents étaient en exploitation, mais ils étaient en retraite lorsque j'ai recherché une exploitation. Donc moi, mon parcours, donc j'ai fait des études agricoles, mais plus à l'origine dans le machinisme agricole. J'ai découvert le monde de l'élevage lors de mon BTS, lorsque j'ai réalisé différents stages. Donc c'est un monde qui m'a plu. J'ai travaillé dans le monde de l'élevage, donc 1 an et demi en tant qu'agent de remplacement. Ensuite 1 an et demi en porcher, donc dans une porcherie, et ensuite donc j'ai démarré les démarches sur mon installation. Donc avant de trouver l'exploitation sur laquelle je suis, là j'en ai visité j'ai eu 3 contacts et deux visites, donc qui n'ont pas abouti. Une, j'ai pas été retenu, c'est un autre jeune qui a été retenu, et la deuxième que j'ai visitée, au final la ferme n'a pas été revue par un jeune, elle a été disloquée et était à l'agrandissement. Donc dans le coup pour les recherches, alors déjà j'ai fait jouer un peu le si peu de réseau que j'avais dû par mon expérience professionnelle pour connaître ou essayer de connaître
les futurs cédants. Et ensuite, en plus de ça, je me suis inscrit au répertoire des parts-installations que Jean-Michel a présenté tout à l'heure pour avoir une offre d'exploitation dans le coup plus large et un rayonnement dans le coup un peu plus grand que mon cercle. Donc j'ai eu des contacts par le RDI, donc d'exploitation et de cédants. Donc ça aide quand même à avoir plus de contacts pour avoir des rendez-vous, et ça nous aide aussi à peaufiner nos recherches et puis à avoir la posture aussi qu'on a devant les cédants. C'est vrai qu'il y a des fois des questions, des choses comme ça qu'on ne pense pas forcément aux premières visites, et que c'est au fur et à mesure qu'on visite qu'on a différentes questions qui viennent. Et donc ensuite j'ai trouvé l'exploitation où je suis là. Les cédants donc sont partis en retraite, leurs enfants ne souhaitaient pas reprendre l'exploitation, et donc on a commencé les démarches donc ensemble après j'ai eu un premier rendez-vous avec eux pour expliquer un peu mes projets et mes attentes pour mon installation. Et donc ça a tout de suite matché entre nous trois, parce que c'était un couple de cédants. Et décidé de lancer les démarches en juillet 2013, c'est ça? En juillet 2013, donc dans le coup j'ai pris contact de mon côté à la Chambre d'agriculture pour pouvoir me faire accompagner et suivre le dispositif à l'installation. Et dans le coup, le dispositif a commencé en décembre 2014 avec les premiers rendez-vous conseillés. Donc voilà, donc mon parcours il a duré un petit peu plus d'1 an. J'ai ma date d'installation, c'est début novembre, et donc voilà pour faciliter la transition entre les cédants et moi, j'ai réalisé dans le coup un stage de parrainage. Donc je venais travailler dans le coup sur l'exploitation. Je suis venu pendant 4 mois, c'est ça. 4 mois sur l'exploitation, donc ce qui a permis de connaître déjà le fonctionnement de l'exploitation, du fait que moi je suis arrivé blanc dedans, je la connaissais pas avant, et dans le coup de voir aussi pas les petites erreurs, mais les petites choses qu'on ne voit pas forcément, ou qui nous arrivent peut-être qu'1 ou 2 fois par an, et que là le cédant peut nous expliquer en cas de problème ou des choses comme ça. Donc lorsque j'avais présenté le stage parrainage à mes cédants, ils étaient un peu sceptiques. C'est vrai que je cache pas moi aussi un peu, c'est que là on confronte 2 générations quand même différentes. Pendant 4 mois on va travailler ensemble, mais eux ils partent, dans le principe de partir, quitter leur exploitation, moi d'arriver dans le coup d'imposer ou d'amener un peu des nouvelles idées. Donc on se pose un peu des questions, comment ça va se dérouler, comment ça va se finir. Et dans le coup, au final, ça s'est super bien passé. On a même eu presque un regret à la fin de ne pas l'avoir fait plus longtemps. Parce que le stage parrainage, on peut aller jusqu'à 1 an maximum, il me semble, avec les cédants. Et on aurait presque pu faire 1 an, parce que l'avantage d'1 an, c'est que on voit vraiment toutes les activités de la structure, de l'exploitation en entier. On voit les 4 saisons en fait sur l'exploitation, et je pense que ça peut être un plus, surtout quand on connaît pas l'exploitation. Donc au final, pas du tout de regrets sur ce stage-là. Donc voilà pour mon parcours et mon installation. Et voilà, avec le parcours que tu as eu, Cyril, et dans le cadre aussi, au titre de tes responsabilités au sein des JA, qu'est-ce que tu pourrais dire aux cédants là, qui vont être en recherche de repreneurs pour faciliter l'installation hors cadre familial? Ce que je remarque de plus en plus, c'est vrai qu'avant, on va dire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, une exploitation qui était reprise en lait, du lait à la suite continuait l'activité laitière. Sauf qu'on se rend compte maintenant que du fait de tous les projets diversifiés, des productions maintenant aussi, et les différents débouchés qu'il peut y avoir, une ferme laitière, une ferme bovin-lait ne fera pas forcément du bovin-lait derrière. Donc je pense que c'est peut-être une chose à prendre en compte pour les cédants, que c'est vrai que si vous avez passé votre carrière à faire du lait, à investir dans l'outil laitier, c'est pas forcément dit que le jeune qui va reprendre l'exploitation fera du lait aussi, ou de la viande, ou fera exactement la même production que vous.
Et on le rencontre quand même de plus en plus. Ça, et comme Jean-Michel l'a expliqué, Will l'a expliqué tout à l'heure, pour les cédants, par exemple, qui ont 2 sites sur l'exploitation, ils pouvaient faire, on va dire, 2 installations différentes sur chaque site. Et je pense que là, on va arriver dans peut-être un grand tournant au niveau de l'installation, parce qu'on va avoir des exploitations quand même de taille assez importante qui vont arriver à arriver sur le marché, entre guillemets, des reprises, et avec des coûts aussi de reprise dans le coût assez importants. Et est-ce qu'il n'y a pas le fait de mettre plusieurs porteurs de projets ensemble sur une seule exploitation pour peut-être diviser les investissements, et que chacun en fait ait un morceau de l'exploitation pour faciliter la reprise entre guillemets des grosses structures qu'il y a actuellement, quoi. C'est peut-être une piste à creuser ou à se préparer aussi peut-être psychologiquement, on va dire, pour les cédants, cette hypothèse-là. Bien, merci. Jean-Michel, je te redonne la parole. Si tu peux nous parler de la plateforme Candidat qui est en ligne désormais. Alors voilà, donc en vous inscrivant à ces webconférences-là, vous avez reçu un mail aussi avec des liens vers des vidéos de porteurs de projets. C'est une plateforme que nous mettons en place actuellement là, et qu'en tant que futur cédant, vous pourrez consulter. En effet, nous proposons désormais aux porteurs de projets la possibilité de se faire connaître au travers d'une petite vidéo d'1 minute environ, de présenter leur projet et leurs recherches. Actuellement, je crois qu'il y a 8 vidéos qui sont en ligne là, mais nous pensons que rapidement cette plateforme va s'enrichir. Le concept semble bien apprécié par les candidats. Très bien. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cet outil, n'hésitez pas à revenir vers nous, sur le site donc Transmission en agriculture. Je vais, pour les quelques minutes, donc laisser la parole à Valérie pour reprendre des questions. Donc, on a 3-4 minutes avant de conclure. Valérie, est-ce que tu veux bien nous faire remonter des questions ? Oui, alors j'ai une question de cédant. Est-ce qu'à votre avis, il vaut mieux avoir une exploitation dimensionnée pour une personne ou une exploitation, alors c'est une exploitation laitière, ou une exploitation laitière qui aurait des moyens plus importants et qui permettrait l'installation de 2 personnes? Qu'est-ce qui, entre guillemets, est le plus parle le mieux, quoi? Alors, je vais répondre. Toute la difficulté lorsqu'il y a un outil de production important, c'est d'avoir, parce qu'effectivement, comme les cédants, vous êtes souvent en couple, vous produisez 500, 600 000 litres de lait peut-être, et ça va être pris par un seul UTH, souvent, puisque la conjointe va travailler à l'extérieur. En règle générale, c'est ça. Et souvent, il y a des collectifs qui se mettent en place. Par exemple, on a suivi et accompagné des porteurs de projets. C'était 2 jeunes qui recherchaient une exploitation laitière avec des spécificités, notamment sur l'accessibilité au pâturage. Et donc, voilà, eux, ils recherchaient, en sachant que leur compagne, elle, avait un travail extérieur, quoi. Mais pour mener une exploitation de cette taille-là, obligatoirement, il faut être 2, quoi. Ou alors, il y a le salariat, bien sûr, mais c'est aussi difficile, quoi. Et donc, non, ce que recherche plutôt le porteur de projet hors cadre familial en production laitière, c'est une exploitation à taille humaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va entre 50 et 70 hectares, 300 000 litres de lait ou moins, et des conditions de travail correctes, quoi, très correctes. Autre question, pardon, Valérie ? Oui, j'en ai une aussi plutôt côté, c'est un cédant qui la pose à mon avis. Comment les porteurs de projets sont-ils accompagnés? Parce qu'on voit des nouvelles productions avec de la vente directe et de la transformation. Comment on peut faire confiance? Qu'est-ce qui ferait qu'on peut y aller de façon sûre et certaine avec ces porteurs de projets? Cécile, c'est une question pour Cécile. Oui, j'arrive. Pour répondre à la question, c'est vrai qu'on a présenté tout à l'heure le point accueil-installation.
donc qui est la porte d'entrée pour tout porteur de projet. Et c'est vrai qu'on accompagne tout type de projet, que ce soit le projet classique ou le projet, on va dire, plus atypique. Et du coup, le candidat peut entrer dans un parcours à l'installation, un PPP. Et lors de ce parcours-là, on pourra lui préconiser un certain nombre de formations qui vont pouvoir en fait asseoir ses compétences, notamment par exemple, il va pouvoir faire le chiffrage de son projet, donc ça pourra peut-être rassurer le cédant. En tout cas, il y a un accompagnement qui est complètement possible pour tout type de projet. Au niveau donc à ce moment-là, ça se passe dans le fameux 3P, le plan de professionnalisation personnalisé. Très bien. Est-ce qu'on a une dernière question et puis on terminera? Valérie, est-ce que... En fait, j'ai des questions aussi sur le stage de parrainage. Mais donc, ça fait l'objet d'une webconf, je pense. Oui. Sur ce que c'est, enfin voilà, le dispositif. Ouais. On peut rapidement répondre quand même. Donc, le stage de parrainage est réservé pour les porteurs de projets qui s'installent hors cadre familial. D'une part, ils sont diplômés agricoles, c'est-à-dire un bac, comme a dit Cécile tout à l'heure, et moins de 40 ans. Alors, moins de 40 ans, ça dépend du financement du stage de parrainage. Ceux qui ont des droits Pôle emploi et qui ont plus de 40 ans pourraient prétendre à ce parrainage. D'accord. Merci Jean-Michel. Donc, merci à tous. Merci Thomas, merci Cyril, merci Cécile et Valérie pour votre participation. Je vais juste conclure parce que je sais qu'il nous reste peu de temps pour cette webconf. Alors, juste une petite diapo qui vous indique qu'il reste encore des webconf donc de proposer jusqu'à vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il est toujours temps de vous y inscrire et vous recevrez le lien dès qu'on pourra le faire. On vous l'enverra. Sur le site Transmission en agriculture, vous avez d'autres ressources. Vous pouvez voir donc des vidéos de cédants repreneurs, des vidéos de candidats et d'autres contacts possibles. Donc n'hésitez pas à les consulter quand vous avez des questions. Je vous remercie tous pour cette participation. Comme on est encore en ligne, est-ce que Thomas et Cyril, vous auriez un dernier mot à adresser à un public de cédants qui sont dans un projet de transmission au vu du parcours que vous avez suivi? Si. Non, moi Thomas, je veux juste peut-être rebondir sur la question tout à l'heure, pourquoi les cédants feraient confiance à des porteurs de projets, disons de projets atypiques, entre guillemets. Moi je pense que c'est vrai que c'est une question importante, mais après, pour les porteurs de projets, en tout cas, comme je peux en rencontrer dans le cadre de ma formation et tout ça, c'est quand même des projets qui sont aussi des projets de vie pour lesquels on s'engage pleinement. Et du coup, notre objectif, c'est pas de se foirer, quoi. Donc, on met tous les moyens en œuvre pour arriver à bien construire ces projets-là. Du coup, c'est pas des choses qu'on fait par-dessus la jambe, quoi. Donc, il faut avoir confiance dans des porteurs de projets qui viennent à la rencontre des cédants, je pense. Oui, il y a un réel engagement, oui. Donc, d'accord. Ouais, je pense. En tout cas, c'est ce que je vois à travers tous mes collègues aussi, quoi.